Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Aujourd'hui on va aborder les addictions, il y en a énormément et c'est vrai qu'on va essayer de clarifier aussi bien pour les personnes qui sont malades actuellement que la famille, les proches. Donc une difficulté qui va impacter tout l'entourage et la personne bien sûr qui souffre d'addiction. Donc on va revenir, sur ce trouble, qui est donc, lié, il y a eu des recherches scientifiques, bien sûr, qui ont pu comparer, le fonctionnement d'un cerveau sain et à l'inverse, lié à des addictions. Vous pourrez certainement retrouver ce sujet avec des images IRM dans d'autres de mes vidéos, notamment les écrans, où justement on mettait en évidence ce sujet. Donc c'est bien un trouble qui va être lié à une modification du fonctionnement cérébral. Les personnes, elles vont ressentir en fait une envie régulière, répétée et irrépressible. On va avoir vraiment cette pulsion de consommation. Ces envies, elles sont perçues pour notre cerveau vraiment dans l'urgence. Elles deviennent même primordiales par rapport à d'autres besoins qui auraient eu de l'intérêt habituellement. Donc les impacts, ça va être principalement un déséquilibre. On va avoir une vie quotidienne qui est bouleversée parce que le niveau affectif et relationnel va se modifier et ça engendre très souvent des problèmes de communication, des problèmes liés à l'argent et surtout des problèmes de santé. Mais ce qu'il faut comprendre aussi bien donc pour les personnes addictes que l'entourage qui essaye de soutenir son proche, c'est que c'est une vraie maladie pour le cerveau, d'accord? Et elle va être définie par des symptômes. La personne qui est malade, elle a, elle a perdu toute liberté, tout contrôle de ses pulsions. Et elle ne peut plus s'abstenir de consommer. Et il s'agit d'un mécanisme normal habituellement, cette gestion, finalement de son corps et de ses besoins. Mais là, la consommation, va être vraiment une nécessité impérieuse et vitale, comme l'envie d'aller dormir. Même si des personnes, par exemple pour l'entourage ou les collègues, pour eux, ils vont avoir cette sensation bah, voilà, si je consomme, c'est uniquement par plaisir. Je n'ai pas forcément, la pulsion d'envie. Je le fais quand j'en ai envie. Eh bien, une personne qui est addicte n'a pas cette capacité, elle ne peut plus. Donc, on a plusieurs outils en psychologie, on a le DSM-5, enfin c'est celui-ci en tout cas, que je vais, mettre en évidence, qui est donc une classification plutôt internationale et la CIM-10 qui est plutôt orientée donc française. Bien entendu, ils se rejoignent, mais c'était intéressant de vous le stipuler. L'OMS, vous connaissez certainement de nom, donc l'Organisation mondiale de la santé. Donc dans le DSM-5, elle va définir l'addiction comme trouble lié aux substances et addiction. Et on va quand même inclure le jeu pathologique qui fait partie des nouveautés mais qui est bien présent dans les addictions. Au niveau de la classification de l'OMS ou de la CIM-10, on va plutôt voir les concepts d'usage nocif et de dépendance. Donc il y a une petite nuance entre ces deux classifications. On a l'Institut nord-américain des drogues, le NIDA, qui va lui finalement donner une autre définition. L'addiction est une affection cérébrale chronique récidivante. Elle est caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue, malgré la connaissance des conséquences nocives. Donc,
Dans l'ensemble, toutes les définitions, on est à peu près sur les mêmes orientations, d'accord? Même si on a des variantes, sur les substances ou sur une spécificité qui a été, validée scientifiquement. Ici, j'ai fait une sélection pour vous montrer qu'en fait, on a bien donc les jeux, on a, comme beaucoup pensent, ben, voilà, hein, toutes les substances, cocaïne, héroïne, cannabis, médicaments aussi. Les jeux, les écrans pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes, et oui. Les jeux de hasard, la cigarette, donc le tabac, Heu et en fait, on a aussi les addictions qui peuvent être liées par, la nourriture, celles qui vont poser des soucis au niveau, de la gestion du quotidien. On est bien là-dessus, hein. Parce que dans l'addiction, il y a une nécessité de consommer de plus grandes quantités pour obtenir les mêmes effets. Et une augmentation de la fréquence de prise de drogue, par exemple, elle va être dans le sens où, au début, on prend une petite quantité, on a un effet qu'on apprécie, de la détente, de l'euphorie, peu importe, gestion du stress, anxiété. Il y a toujours un point de départ. Et puis, bah, pour ressentir cet effet, comme on a un corps qui s'habitue à cette consommation, il va falloir qu'on en prenne de plus en plus et de plus en plus régulièrement. Donc être à jeun, ça devient très difficile, et même sur les jeux, d'argent, les jeux de hasard ou les écrans, vous verrez que finalement, si vous revisionnez, la vidéo sur les écrans, les dangers des écrans, on est bien sur le même mécanisme de pulsion, de dépendance, parce que chimiquement, le cerveau a besoin de dopamine, par exemple. Donc les symptômes externes de l'addiction récurrents, on peut avoir donc baisse de réactivité, incapacité à se relaxer sans consommer, changement d'humeur, une baisse des performances donc au travail ou à l'école, une baisse d'intérêt pour les activités qu'habituellement on peut apprécier, donc le loisir ou les repas de famille, hein, des choses aussi très simples, une exclusion volontaire des cercles amicaux et familiaux parce qu'on a besoin de se retrouver seul avec son addiction. On met de côté les proches, amis, collègues, camarades, parce qu'on ne veut pas non plus être jugé. On a déjà une culpabilité qui s'installe. On a envie d'être tranquille et de bien vivre son addiction. Donc des sentiments de désespoir vont apparaître, des signes de dépression souvent s'accompagnent, pas toujours, mais souvent. Après, ça dépend à quel stade le malade est, d'accord. Il peut y avoir malheureusement des envies suicidaires avec cette perte de contrôle, hein, finalement, qui va arriver progressivement, qui va prendre un poids énorme au quotidien, et une prise de risque excessive. Tout dépend bien sûr de l'addiction, mais voilà, en tout cas, vous pouvez certainement vous retrouver là-dedans. Alors, que se passe-t-il quand on va vers le sevrage? Le malade est d'accord, bien sûr, la famille ne peut pas imposer. Personne ne peut imposer. Si le malade n'est pas prêt, rien ne fonctionnera. Par contre, si le malade a envie d'être aidé, il demande de l'aide, c'est très bien. Si vous, donc les proches, vous souhaitez aider, accompagner et soutenir, ça va être très difficile, mais il faut tenir bon. Donc le sevrage n'est franchement pas la période la plus simple. L'intoxication, il faut la comprendre. L'organisme, il s'est intoxiqué. Il a accumulé des produits toxiques et l'organisme est donc de moins en moins résistant. Grâce à divers soins, cette intoxication, elle peut être réduite. Donc, on parle d'une aide médicamenteuse, soit en centre d'addictologie, soit avec le médecin généraliste, soit avec un psychiatre. Il est possible qu'elle ne laisse que peu de traces dans l'organisme du malade, mais après une longue période. Une maladie qui dure 5, 10, 20 ans, il faut savoir qu'elle ne va pas guérir en 4 semaines. On est en présence d'une maladie de longue durée et il n'y a pas de minimum de temps pour le suivi. Chaque situation est différente, mais le temps fait les choses. Donc l'évolution de la maladie, elle va être difficilement
prévisible, même s'il y a des paliers à passer. Et il faut se dire, d'accord, qu'il peut y avoir des périodes avec rechute, malheureusement légères ou fortes. Mais les incidents, euh, voilà, il faut les prendre en compte. Ce n'est pas un échec. Et pour aider le malade, il faut rester dans la compassion, pardon, la compréhension aussi. Et il faut faire abstraction de nous parce que notre perception n'est franchement pas la même que celui qui vit le sevrage. Au moment du sevrage, l'individu donc va avoir des vrais symptômes et c'est très difficile. Il va avoir des symptômes physiques, d'accord? Par exemple, des nausées, des courbatures, des maux de tête, des vertiges. Il va avoir une anxiété très intense. Il va être donc stressé au quotidien. Il peut avoir des insomnies et donc il peut être irritable avec des sautes d'humeur très intenses. Il peut aller, et tout dépend de l'état avant le sevrage, mais il peut aller sur des réactions psychotiques, voire des hallucinations. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher l'aide d'un professionnel, même si vous avez une grande motivation, même si vous avez le déclic. Honnêtement, seul, ça va être très difficile et vous allez avoir une perte de confiance en vous, des vrais symptômes physiques. Donc, le mieux, c'est déjà d'en parler dans un premier temps avec votre médecin traitant. Ici, je vous ai mis voilà, des numéros qui peuvent vous permettre de discuter avec des professionnels. L'avantage, c'est que ce sont des personnes bienveillantes. Ce n'est pas l'entourage, ce n'est pas des collègues, des camarades, ce sont des professionnels qui écoutent, qui vous conseillent, qui vous réorientent si vous êtes perdu. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran et de prendre en note ces numéros dont vous pouvez avoir besoin à tout moment. Que ça soit pour la famille qui perd confiance, qui a peur, qui a besoin de conseils, ou la personne vulnérable qui est actuellement addicte. Et n'oubliez pas qu'il y a des thérapeutes, des professionnels, au moins pour une écoute, et peut-être aussi vous aider à vous réorienter. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie sur les addictions. J'espère que vous avez compris des choses, que vous avez peut-être même découvert des choses un peu techniques. Cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop lourde, elle se fait donc en 2 parties. Donc en deuxième partie, on va aborder les soins, on va aborder d'autres problématiques liées aux addictions. Je vous dis à très bientôt sur Et si on parlait psychologie.